Ok, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un journal club assez orienté biodiversité, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait innocent, puisque au travers des odonates qui sont un compartiment un petit peu particulier, ce que je voulais vous partager, c'est vraiment des éléments de lecture et de compréhension de nos cours d'eau, de nos zones humides, et surtout partager avec vous des éléments sur les odonates et comment finalement les odonates peuvent nous sensibiliser et nous aider à améliorer et aller un peu plus en profondeur sur nos restaurations morpho et comment les odonates peuvent nous aider à progresser sur les restaurations morpho. Il y a encore du monde qui arrive. Bienvenue à toutes ceux qui viennent d'arriver. Donc l'objectif de ce journal club, c'est pas du tout qu'on devienne tous et toutes incollables sur les odonates et qu'on soit capable d'identifier toutes les espèces. Mais le but, c'est vraiment voilà, de partager des éléments de culture milieu aquatique et puis d'avoir une appréhension de ce compartiment-là, de ce taxon-là, qui est finalement une porte d'entrée sur le cours d'eau et une porte d'entrée pour comprendre le cours d'eau. Donc c'est vraiment ça que je veux vous partager aujourd'hui. Ce journal club-là, il s'inscrit dans une petite série d'animations là que je vais étaler entre maintenant et puis le premier semestre de l'année prochaine sur différents taxons, avec dans l'idée de partager des éléments de connaissance générale sur ces taxons et puis de les resituer et de resituer leur importance dans l'atteinte du bon état de nos masses d'eau, de nos cours d'eau, de nos zones humides. Tout ça assorti de différentes recommandations opérationnelles, des retours d'expérience lorsque j'en aurai à vous fournir, qui peuvent nous faire progresser et nous donner de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour prendre en compte ces taxons-là au moment d'une restauration morpho, au moment de la conception d'un projet. Donc avec ce journal club, on commence par les odonates, parce que c'est un taxon que j'aime bien aussi. Mais voilà, j'aimerais qu'on aille voir un peu du côté des amphibiens et des mammifères semi-aquatiques, des petits mammifères. Il y a une formation à TVBV qui avait été faite sur ce sujet-là il y a quelques temps. Donc je reprendrai ces éléments-là pour vous les repartager. Je ne vais pas réinventer des choses. Et puis, il y a un travail en cours du CD56 sur la conception d'inventaires flash sur ces différents taxons. Donc des petites méthodos qui peuvent nous aider voilà, à réaliser des inventaires assez courts, assez rapides, pour prendre en compte ces taxons-là dans la conception des projets. C'est aussi le développement d'une méthode qui est liée à la doctrine de la DDTM 56, qui sur la biodive est assez poussée et assez exigeante. Donc c'est en lien avec ça, mais voilà, il y a des choses à récupérer, des choses à transposer chez nous et à mettre en œuvre aussi. Un petit rappel conceptuel sur les odonates. Les odonates, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement voilà, des insectes avec un cycle de vie relativement complexe, puisque ce sont des espèces qui vont utiliser vraiment l'ensemble des compartiments du milieu aquatique. Donc si je reprends le cycle depuis le début, on a beaucoup d'espèces qui vont utiliser la végétation pour la ponte, avec des larves qui vont se développer le plus souvent au sein de la lame d'eau, soit en utilisant le sédiment, soit en utilisant des poules détritiques, des débris ligneux, toutes ces choses-là, tous les habitats du cours d'eau. Et puis, c'est des larves qui vont utiliser de nouveau la végétation aquatique pour sortir de l'eau et émerger, avec des adultes qu'on appelle les imagos, qui vont utiliser le milieu terrestre et le milieu aquatique pour boucler le cycle de vie. Donc en fonction des espèces, on va avoir plutôt des libellules qui prospectent, donc qui défendent leur territoire, qui volent à droite à gauche, ou plutôt des libellules qui passent leur temps perchées sur la végétation aquatique ou la végétation rivulaire, et qui occupent comme ça leur territoire. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les odonates, c'est un bon descripteur de la santé du cours d'eau et du milieu aquatique, et ça je réinsisterai dessus, parce que leur cycle de vie fait qu'il y a une utilisation intensive des différents compartiments, des différents habitats du cours d'eau. Et c'est bien ça qui nous permet, au travers de la présence des espèces d'odonates et de leur écologie, de comprendre un petit peu et de traduire le bon état ou non du milieu aquatique. Pour rappel, dans le taxon odonate, on a deux grands ensembles. Donc les zygoptères, tout ce qui va être les demoiselles, donc les petites libellules avec le plus souvent les ailes repliées le long du corps au repos. Et puis les anisoptères, donc qui sont les grosses libellules, enfin les libellules au sens commun, avec au repos les ailes qui restent perpendiculaires au reste du corps.
Les odonates, forcément, je vous partage quelques clichés parce que c'est vraiment un taxon qui est tout à fait photogénique. Donc à gauche, en rouge, vous avez un Sympetrum sanguineum, qui est une espèce assez commune des milieux stagnants. On en trouve pas mal par chez nous. Au milieu, c'est le gros Anax imperator, qui est une très grosse libellule, assez belliqueuse, et qui a souvent un comportement assez agressif de défense de son territoire. Et puis voilà, le cliché des odonates, un cœur copulatoire avec le Calopteryx plantans, qui est une espèce qu'on connaît bien par chez nous, sur les cours d'eau plutôt ombragés, avec une bonne diversité d'écoulement et des eaux un petit peu vives. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à se soucier des odonates et à les connaître un petit peu et à avoir ces éléments de culture milieu aquatique liés aux odonates? Tout d'abord parce que les odonates, c'est vraiment une composante, parmi d'autres certes, mais une composante du bon état des milieux aquatiques. Ce graphe là, ça fait plusieurs fois que je vous le ressors à différentes sauces, mais je trouve qu'il est vraiment, vraiment pertinent et il montre bien en fait l'importance des deux dimensions de la biodiversité. Donc dans nos cours d'eau, une dimension verticale, enfin vraiment de chaîne trophique, avec une interdépendance entre les différents taxons qui vont s'alimenter les uns les autres. Et puis une dimension horizontale qui a plus trait à la diversité spécifique à l'intérieur de chaque taxon, où au final, plus on va avoir une diversité d'espèces importante au sein d'un taxon, plus on va avoir une base qui s'élargit et ça va se répercuter vers l'aval de la chaîne alimentaire. Et la biodiversité au sein de nos cours d'eau, elle repose bien sur ces deux dimensions-là. Et pour les odonates, c'est tout à fait vrai, sachant que c'est un taxon qui contribue aussi au sein de la lame d'eau aux populations d'invertébrés aquatiques. En fonction des espèces, les odonates vont occuper différents habitats au sein de la lame d'eau, donc soit du racinaire, soit des poules détritiques, des débris ligneux, parfois le sédiment en lui-même. Et donc c'est vraiment un des maillons de la biodiversité de mon cours d'eau et un des maillons qui vient constituer cette biodiversité horizontale et verticale. Parmi les populations d'invertébrés aquatiques, les odonates, ce n'est pas forcément les groupes les plus sensibles. Quand on pense à la sensibilité des invertébrés, on pense plutôt au groupe EPT, donc éphéméroptères, plécoptères, trichoptères, qui sont vraiment représentatifs de la qualité de l'eau et de la qualité et la diversité des habitats. Mais malgré tout, les odonates, c'est pris en compte au sein du calcul de l'I2M2, donc l'indicateur biologique relié aux invertébrés. Et les odonates, c'est une traduction de la qualité de l'eau et de la disponibilité des habitats localement. Donc c'est vraiment les odonates une contribution, une composante du bon état des milieux. D'où l'importance d'avoir un peu une appréhension de ce taxon-là, de savoir comment il fonctionne, savoir comment on peut le favoriser au sein du cours d'eau et savoir ce qu'il nous raconte du cours d'eau. Quelques éléments, je vous ai parlé d'invertébrés à l'instant, quelques images de larves du coup d'odonates en cours d'eau. Donc si je ne m'abuse et que je relis bien mes notes, tout à gauche vous avez une larve d'Echne bleu, donc une libellule assez grosse, assez costaud aussi, plutôt de milieu stagnant. Au milieu vous avez une larve de Calopteryx, je ne saurais pas dire lequel, mais un des deux, et on la reconnaît assez facilement, entre guillemets, grâce au filament caudaux là, que vous avez tout à la fin de l'abdomen. Et puis une larve, dont je n'ai pas l'espèce, mais une larve de libellulidés, de grosses libellules aussi. Au-delà d'être une composante du bon état, les odonates, ça va être une porte d'entrée et une clé de compréhension du cours d'eau. Parce que, de la même manière que les autres invertébrés aquatiques, les odonates, on peut les associer à des traits biologiques qui traduisent l'état du milieu. C'est le principe de calcul de l'I2M2, si jamais vous avez eu l'occasion de vous pencher sur les différentes valeurs qui sont calculées dans l'indicateur I2M2. On a plein de paramètres en fait, et quand on va faire un I2M2, on va inventorier du coup l'ensemble des vertébrés aquatiques qu'on a trouvés dans le cours d'eau, et en fonction de l'abondance et de la diversité en espèces, on va accorder une note à l'ensemble de ces paramètres que je vous présente sur la diapo juste en dessous ici.
ce qui donne au final la note I2M2. Dans l'immense majorité des cas, on n'a pas forcément besoin d'un I2M2 pour traduire le dysfonctionnement d'un cours d'eau ou les pressions qui s'appliquent dessus. On a des outils diagnostiques qui sont bien plus simples. Néanmoins, voilà, que d'avoir cette information, ça peut compléter le panorama et ça peut nous apporter des éléments supplémentaires. On a parfois, sur la qualité de l'eau notamment, des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, sur une qualité d'eau dégradée, donc l'I2M2 ou des autres indicateurs. En tout cas, la connaissance des invertébrés peut nous aider en ce sens-là. Et surtout, la connaissance de la population d'invertébrés, la connaissance de la population d'odonates au préalable, ou en tout cas la connaissance d'un milieu similaire en bon état ou à l'équilibre, ça peut nous orienter au moment de la conception du projet de restauration sur la nécessité de restaurer les habitats. Alors c'est un petit peu abusif la manière dont je le formule, mais il faut plutôt le prendre comme, voilà, les odonates, ça va être un outil de sensibilisation supplémentaire pour nous, pour accentuer voilà, notre attention à la restauration des habitats au moment de la restauration, et le fait de permettre et de pérenniser la restauration des habitats sur le moyen terme, le long terme. Ça, j'y reviendrai un petit peu après. Un exemple, pour concrétiser un petit peu ce que je viens de vous dire, le Cordulégastre annelé, là, qui est une espèce relativement commune en Ille-et-Vilaine, qu'on a déjà vu, qu'on a déjà croisé avec plusieurs d'entre vous sur le terrain. Le Cordulégastre annelé, c'est une espèce qui va avoir une préférence, c'est jamais des absolus, mais qui va avoir une préférence pour les têtes de bassin versant avec des eaux plutôt vives et sur des cours d'eau qui sont plutôt ombragés. Alors, c'est pas du tout un absolu, hein, c'est celles et ceux avec qui on a pu croiser le Cordulégastre, on l'a vu en plein soleil, hein, des fois, en plein cagnard. Mais voilà, c'est une préférence. Et surtout, il a un cycle de vie où il va pondre au sein du substrat. Et donc, quand je parle de substrat, ça peut être soit des limons, soit des poules détritiques au sein du chenal, mais aussi, la plupart du temps, dans le gravier fin directement. Donc finalement, c'est un paramètre qui est directement lié à la nature du cours d'eau, de petits cours d'eau, plutôt tête de BV avec des granules fines. Et puis on a voilà, une nécessité d'avoir ces habitats correspondant à l'espèce pour qu'elle puisse s'installer correctement et boucler son cycle de vie. Donc il y a des liens comme ça qu'on peut dresser entre présence d'espèces et présence d'habitat, et présence d'espèces et qualité des habitats. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous orienter au moment de la conception du projet. Les odonates, pourquoi s'en soucier? Dernier point, tout simplement, entre guillemets, parce qu'en France, on a toute une liste d'espèces d'odonates qui sont protégées au niveau réglementaire. En Bretagne, on ne va pas être concerné par toutes les espèces, mais il y en a quand même un certain nombre qu'on risque de croiser ou qu'on peut croiser sur nos milieux. La plus connue étant forcément voilà, l'agrillon de mercure. Pas mal d'entre vous ont déjà eu à traiter des projets de restauration avec la présence d'agrillon de mercure, avec différentes modalités de prise en compte de l'espèce. C'est une espèce qui est sensible à la qualité des eaux, mais qui a une fâcheuse tendance, je dirais, à venir habiter des milieux qui, morphologiquement, apparaissent comme manifestement dégradés, donc des cours d'eau qui sont en fossé de bord de route ou ce genre de choses-là. Sur les milieux stagnants en Bretagne, on va aussi retrouver les deux espèces, même trois espèces maintenant, de leucorrhine, plutôt liées donc à ces milieux stagnants, plutôt eutrophes, mésotrophes. Donc ça, c'est vraiment trois espèces, c'est une grosse libellule. Donc ces trois espèces qu'on va pouvoir retrouver sur le département, sachant que la leucorrhine agrothorax, là, je ne l'ai pas faite apparaître en vert parce que la première observation a été enregistrée là, il n'y a vraiment pas très longtemps. C'est ma collègue Armel qui m'a transmis l'article hier. Mais ça, c'est une espèce qu'on a aussi observée en Bretagne. Donc voilà, vraiment 4 grandes espèces pour lesquelles on va être concerné en termes d'espèces protégées d'odonates en Ille-et-Vilaine, plus éventuellement le gonfle de Gralin sur certaines parties du BV du Couesnon. Le gonfle de Gralin, c'est une libellule qui est plutôt inféodée aux larges rivières et puis aux fleuves. On en trouve pas mal sur la Loire. Elle fonctionne notamment avec le sable, donc on est assez peu concerné.
Voilà un petit peu quelques raisons de se soucier des odonates, et ce que je voulais vous partager maintenant, c'est quelques preuves, entre guillemets, de la qualité des odonates comme proxy du bon état et comme proxy du milieu aquatique et comme descripteur du milieu aquatique. Une première étude que je voulais mettre en avant, c'est une étude de Kitska et collaborateurs là, de 2018, qui se passe en Afrique du Sud. Alors, on a des contextes de bassin versant qui sont complètement différents, mais c'est vraiment l'approche qui m'intéressait, puisque là, l'idée des chercheurs, ça a été de comparer les assemblages d'odonates le long de différents cours d'eau en fonction de contextes d'occupation des sols des bassins versants différents. Donc, on va avoir un bassin versant agricole, un bassin versant dit naturel, qui est en fait une réserve naturelle, et puis un bassin versant avec un taux d'urbanisation qui est un peu plus prononcé. Donc les chercheurs ont échantillonné les cours d'eau en les prospectant, en cheminant le long et puis en identifiant les imagos, donc vraiment les adultes volants de libellules en conditions météo favorables, c'est-à-dire en journée ensoleillée avec pas trop de vent. Et ce qu'ils constatent en faisant les stats et en calculant les indicateurs de biodiversité, c'est que il y avait une différence significative entre les bassins versants en fonction de l'occupation des sols, notamment sur la richesse spécifique. On constate que pour le bassin versant dit naturel et celui dit urbanisé, on a une richesse qui est significativement plus importante que pour le bassin versant dans un contexte agricole. C'est encore plus vrai donc sur les zygoptères, les demoiselles, et c'est encore plus vrai en termes de richesse spécifique des espèces endémiques. Or, il s'avère qu'en Afrique du Sud, dans ce contexte-ci, les espèces endémiques permettent le calcul d'un score donc, qui s'appelle DBI, qui est un descripteur de l'état du milieu aquatique. Et donc, dans cet indicateur rentre pas mal de choses, notamment la richesse spécifique en espèces endémiques, qui traduit l'état du milieu. Donc, on a bien une différence significative entre, d'un côté, le bassin versant agricole et le bassin versant plutôt urbanisé en termes d'état des milieux aquatiques. Donc, c'est le petit A ici. Les deux appartiennent au même groupe. Et on a une vraie différence avec le bassin versant dit naturel, où on a un score de préservation du milieu qui est plus élevé, qui est significativement plus élevé, et qui est traduit par la présence de ces espèces d'odonates. Autre résultat important que je vous invite à retenir, puisque je vais en reparler, je reviendrai dessus, et je vous redonnerai d'autres preuves et d'autres éléments qui vont dans ce sens, c'est le lien entre la hauteur et la couverture de la végétation, donc de la ripisylve ou des milieux rivulaires, avec la richesse spécifique en odonates. Et en fait, on constate que systématiquement, que ce soit pour les odonates en général, ou bien pour les anisoptères, les libellules, ou pour les espèces endémiques, on y a un lien fort entre hauteur de la végétation totale et richesse spécifique. Donc on a vraiment la richesse spécifique qui va diminuer progressivement avec l'augmentation de la hauteur de la végétation de la ripisylve ou la végétation rivulaire. Donc ce lien-là, je vous invite à le retenir. Je reviendrai dessus, mais il est vraiment assez important pour les odonates. Voilà. Deuxième preuve et deuxième étude que je voulais vous apporter, quant à la capacité des odonates à traduire localement l'état et la qualité des habitats disponibles. Donc là, on revient en France, on est dans la Vienne, sur la réserve naturelle du Pinail, qui est une réserve un petit peu particulière, puisque c'est un grand plateau calcaire qui historiquement a été utilisé pour l'extraction de pierres meulières. Donc il y a des gros blocs calcaires qui étaient extraits directement et puis poncés et envoyés dans les moulins pour faire de la pierre meulière. Donc on a un socle calcaire qui est assez poreux. Et sur ce plateau, on a des linéaires de cours d'eau modifiés avec le temps et chenalisés, rectifiés, que les collègues de la réserve sont venus reméandrer. Donc on a un tout petit linéaire de quelques dizaines de mètres et puis un linéaire plus important ici de 400 mètres qui ont été reméandrés. La réserve, c'est un lieu où on a beaucoup de suivi scientifique et beaucoup d'inventaires et on a des données odonates, donc depuis les années 90 et une description des assemblages et des populations depuis ce moment-là. Les travaux de reméandrage,
Voilà, rien d'extraordinaire. Donc ça a vraiment été du terrassement de manière à reméandrer selon un tracé passant par les points bas et puis pour redonner un gabarit correct, un gabarit plus raisonnable, avec également une reconnexion en fait des linéaires de cours d'eau avec différents points d'eau pour pérenniser l'alimentation en eau en période estivale, puisque comme on a ce plateau calcaire avec une percolation assez importante, avant restauration, on a une rupture d'écoulement assez marquée assez tôt dans la saison. Et donc là, le but du jeu a été de reconnecter les linéaires de cours d'eau avec différents points d'eau, différentes mares pour permettre une alimentation. C'est des reméandrages, on n'a pas eu de recharge en soi. C'est vraiment juste du reméandrage et de la reconnexion pour assurer la pérennité de l'alimentation en eau. Et puis ces linéaires-là, ils ont été suivis au printemps, à l'été, pareil, par échantillonnage des imagos, donc des adultes volants, pour comparer les peuplements avant et après travaux, puisque là, on a la chance d'avoir des données avant travaux. Quels effets du coup des reméandrages sur nos populations d'odonates et qu'est-ce que ça traduit sur la qualité du milieu? Eh ben, on a des évolutions qui sont, voilà, encore une fois, statistiquement significatives et positives après restauration, en particulier sur le linéaire le plus important, celui de 400 mètres, là, qui est à gauche ici, qui s'appelle Rivaux. Donc on a différentes choses. On a une augmentation de la diversité spécifique en elle-même, qui est significative. C'est la petite étoile que vous avez là, qui montre la significativité statistique. On a une augmentation de l'abondance globale en individus, toutes espèces confondues, qui est assez marquée aussi. Et surtout, ce qui a été fait en complément de cette étude, c'est une projection de la diversité spécifique au cours du temps. Puisque là, les suivis, c'est des suivis post-travaux à N+1. Et donc, a été calculée aussi la diversité spécifique projetée à 5 et 10 ans. Et on voit que celle-ci, je ne vous ai pas remis les résultats exacts, mais celle-ci est assez intéressante aussi puisqu'elle augmente constamment au cours du temps jusqu'à trouver un plateau et à se stabiliser. C'est un site où on a aussi de l'agrillon de mercure, très ponctuellement, sur la réserve, j'entends. Avant travaux, on n'en a pas le long des linéaires concernés. Et avant travaux, en tout cas pour le linéaire de 400 mètres, on en retrouve. Donc, entre avant et après travaux, on a eu installation de l'agrillon de mercure, ou en tout cas, on observe de nouveau la présence de l'agrillon sur ces linéaires-là. Donc ces indicateurs-là, c'est vraiment des marqueurs d'une diversification des habitats et d'une forme d'hétérogénéisation des linéaires de cours d'eau, à combiner bien sûr avec la meilleure alimentation estivale, puisque du coup le risque d'assec a été diminué grâce à la reconnexion du linéaire avec les points d'eau. Ce qui est important de retenir aussi sur ce travail-là, c'est qu'on a une vraie différence entre la population avant travaux et après travaux. Donc en termes d'espèces qu'on va retrouver dans l'assemblage, après travaux, il y a une vraie progression et une part beaucoup plus importante qui est prise par un ensemble d'espèces liées à des habitats d'eau courante. Donc je vous ai parlé de l'agrillon de mercure, il y a aussi l'orthétrum bleuissant, là, qui est une autre libellule sur ce site-là. Et donc, que les assemblages se différencient vraiment, c'est ce que vous avez sur le graphe ici. En fait, ça, c'est des graphes où on va représenter les assemblages avant travaux, après travaux. Donc, on a vraiment une différenciation avec ces espèces liées aux habitats d'eau courante qui prennent de plus en plus d'importance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui montre que dans ce cas-ci, localement, la restauration, le reméandrage, c'est une restauration du caractère lotique du milieu et une restauration de la diversité d'habitat qui est liée à ce caractère lotique. Voilà, ça c'est l'orthétrum bleuissant, si vous voulez avoir l'image en tête. Donc voilà un petit peu deux études preuves, entre guillemets, voilà, faut pas généraliser, pas faire d'absolu, mais qui montrent que les odonates traduisent la qualité, peuvent traduire la qualité des milieux à l'échelle d'un bassin versant et localement peuvent traduire la diversité des habitats et donc la qualité des travaux de restauration et la disponibilité en habitat et la qualité de l'eau. Autre élément qui est vachement structurant pour les populations d'odonates, c'est la diversité de milieux
autour du milieu aquatique. Je vais développer ça un petit peu là avec une étude faite aux États-Unis en 2019 sur des cours d'eau de l'Ohio. Toujours selon le même principe, voilà, on a une équipe de chercheurs qui a prospecté des linéaires de cours d'eau pour inventorier les odonates présents à partir des imagos, donc des adultes volants. Et l'idée, ça a été de comparer ici les assemblages d'espèces en fonction du milieu où on a fait l'inventaire. Donc on a 3 grands milieux dans cette étude-là, le cours d'eau en lui-même, donc on parle de limineur du cours d'eau et de la lame d'eau, ce qui est appelé l'écotone, puisque ici dans l'Ohio, on est dans une zone de marais, donc on a un cours d'eau et puis un écotone, c'est-à-dire une zone de transition avec des écoulements diffus, des toutes petites pièces d'eau, de la végétation arborée, etc., etc. Et puis troisième milieu, les pièces d'eau en elles-mêmes, donc les mares. Ce que les chercheurs ont constaté, c'était qu'il y avait entre ces 3 milieux une vraie différence en termes d'abondance d'odonates. Et là où on retrouvait l'abondance la plus importante, c'était finalement ce milieu qu'on appelle l'écotone, donc vraiment la zone de transition en lit majeur entre milieu terrestre, milieu aquatique. Comme tout à l'heure, dans l'article, il y a aussi un lien qui est fait entre couverture de la canopée, donc taux de recouvrement de la canopée. Tout à l'heure, on parlait de la hauteur de la végétation. Là, c'est vraiment le recouvrement de la canopée. Et l'abondance et la richesse spécifique en odonates. Ça, quel que soit le milieu, ce qui est observé, c'est toujours une diminution de l'abondance et de la richesse spécifique en fonction du taux de recouvrement de la canopée, donc qui peut traduire en fait le taux d'entrée de lumière dans le milieu. Les odonates ont vraiment une forte sensibilité à l'ensoleillement et une forte sensibilité à la luminosité qui rentre dans le milieu. Et comme l'article que je vous présentais plus tôt, là on retrouve ce lien encore de nouveau. Je reviens un petit peu en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de vous partager quelques notions sur les grands assemblages et les grandes populations d'odonates qu'on avait sur le département. L'idée, c'est toujours, bien sûr, de ne pas connaître ça par cœur, mais d'avoir une idée globale pour avoir l'info en tête et pour pouvoir travailler avec. Donc là, je vous présente des cartos qui sont issus de l'Atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée, qui est un gros atlas produit par Bretagne Vivante et qui compile notamment un grand nombre d'observations sur les odonates à l'échelle de la région étendue, puisqu'on a la Vendée. Donc c'est un gros travail de synthèse, un gros travail de vulgarisation. Et ce qu'on va retrouver en Ille-et-Vilaine et en Bretagne de manière générale, c'est une traduction de l'état et des caractéristiques de nos bassins versants au travers des assemblages d'odonates. La première carte que je vous présente ici, c'est la carte du cortège des espèces méridionales. Donc c'est un cortège qui permet de décrire en fait les bassins versants. Et on voit que ce cortège-là, en Ille-et-Vilaine, il est rarement complet, c'est-à-dire qu'on va rarement retrouver les 3 espèces qui le composent, sauf dans l'ouest du département. En fait, cet assemblage-là, il correspond plutôt à des bassins versants. On va avoir des petits cours d'eau suffisamment rapides et oxygénés avec un climat qui est plutôt plus doux. Donc c'est ce qu'on va retrouver à proximité du golfe, en fait, du Morbihan. C'est plutôt des espèces qui ont une certaine exigence sur le niveau d'oxygénation de l'eau et des cours d'eau, et donc de la qualité de l'eau de manière générale. Deuxième assemblage descripteur, c'est le cortège des espèces continentales des rivières moins rapides. Là, on va retrouver ce cortège-là complet sur le nord-est du département, donc sur le Couesnon et sur les petits bouts de Sélune qu'on a chez nous, et sur l'île et l'Îlet également, sur la Haute-Vilaine. Donc ça, c'est des espèces qui vont avoir une tolérance un peu plus importante au climat plus marqué, un peu plus frais. Donc des climats qui sont plutôt continentaux, comme on a sur le Couesnon, sur le nord du département, et moins sous influence atlantique. Voilà, deuxième élément sur les assemblages qu'on retrouve en Ille-et-Vilaine que je voulais vous partager, toujours à partir de l'Atlas.
Dans l'Atlas, il y a vraiment ce travail qui a été fait de compiler tous les inventaires pour déterminer ce qu'on appelle des chorotypes. Donc, c'est des groupes représentatifs d'une situation locale, peu importe le taxon qu'on étudie. En l'occurrence, c'est les chorotypes d'odonates. Donc là, on a trois grandes catégories qu'on va retrouver sur le département. Donc les mailles que vous avez en bleu foncé, c'est des mailles où en termes d'odonates, on va retrouver beaucoup d'espèces plutôt communes, pas forcément très sensibles à la qualité de l'eau, et on a plutôt des petits cours d'eau. Les mailles oranges, qui sont des mailles un peu plus dispersées et plus proches du golfe du Morbihan, en tout cas là où on a le plus. C'est là où on va retrouver plutôt des espèces représentatives de cours d'eau plus rapides avec un climat un peu plus doux. Donc vous voyez que par rapport à ce que je vous disais juste avant, on n'a pas forcément une superposition des chorotypes et des assemblages, là, notamment sur le nord. Et puis les mailles jaunes, c'est des mailles qui sont discontinues et c'est plutôt des secteurs où on va avoir un nombre important de pièces d'eau et de milieux avec de l'eau stagnante. Donc on va retrouver ce genre de milieu là sur le nord du département, côté Haute-Vilaine, côté Ille-et-Ilay, éventuellement côté Linon, et un petit peu en ouest et sud-ouest du département. Donc pour chaque maille, pour chaque couleur, on associe donc un chorotype, donc un ensemble d'espèces représentatives. Et ça peut nous donner une idée de ce qu'on va avoir localement comme cortège d'odonates. Là, quand je parle de chorotype, on parle bien de cortège présent, enfin d'espèces présentes, et non pas d'un ensemble d'espèces de référence ou représentatives du bon état des bassins versants ou des cours d'eau localement. C'est vraiment les espèces qu'on a, qui sont présentes et qui sont inventoriées. Ce n'est pas un peuplement de référence dont on pourrait essayer de s'approcher, c'est vraiment juste un inventaire à date. Mais ça permet quand même de décrire le milieu et puis de faire un lien avec ces altérations. Je reviens un petit peu sur des éléments réglementaires. Si je regarde un petit peu ce tableau, je vous propose dans ce tableau la liste des espèces qui sont inscrites sur la liste rouge, du coup en Bretagne. Pour les odonates, on a un plan national d'action, donc qui sont des plans nationaux qui sont déclinés à l'échelle régionale et qui permettent de mettre en œuvre des actions de préservation des espèces en fonction des taxons. Pour les odonates, il existe un plan national, mais qui n'est pas décliné encore pour la région Bretagne. Donc certaines espèces de la liste rouge sont inscrites au plan national d'action, mais la déclinaison n'existe pas encore. La déclinaison du PNA existe en Pays de la Loire, elle existe en Normandie, mais pas en Bretagne. Donc pareil, je ne rentre pas dans le détail de ce tableau-là. Je vous ai remis pour chacune des espèces inscrites sur liste rouge Bretagne le type de milieu préférentiel, les habitats préférentiels et puis les périodes optimales d'observation. Si vous avez envie de vous plonger là-dedans, faites-le volontiers, mais voilà, encore une fois, le but, c'est pas d'avoir une connaissance exhaustive de ce groupe-là, mais d'avoir une appréhension des grands enjeux. Voilà pour ma première partie. Je vous propose un petit interlude que j'ai voulu ludique. Donc, je vais lancer un sondage. Donc, sur la diapo, si vous avez toujours bien mon écran, j'ai inscrit 6 propositions de noms d'espèces d'odonates, parmi lesquelles un certain nombre n'existent pas. Et du coup, je vais lancer un sondage dans la conversation de la visio et je vous laisse 2 minutes pour répondre sur le sondage et indiquer quels sont les noms d'espèces que vous estimez ne pas exister. Voilà, donc répondez bien celles qui n'existent pas et pas celles qui existent. Hop, normalement, le sondage est parti. Je vous laisse 2 minutes pour répondre.
Il y a plusieurs choix possibles, bien entendu. Enfin, il y en a plusieurs qui n'existent pas. Ok, est-ce que tout le monde a eu le temps de voter? Je laisse 20 secondes encore. Ah, ok. Alors, je vous donne un peu les réponses. L'agrillon de Van der Leyden, c'est une vraie espèce. Donc, c'est un petit agrillon euh, assez proche de l'agrillon de Mercure, ainsi que tous les agrillons se ressemblent un peu. C'est des espèces qui ne sont pas forcément très simples à identifier. Ça se joue à des différences de motifs en fait, sur les différents segments de l'abdomen, mais c'est une vraie espèce. La libellule tigrée, c'est pas tout à fait une vraie espèce, puisque c'est pas la photo, c'est un individu de libellule fauve et non pas de libellule tigrée. La cordule bronzée, ça c'est une espèce qui existe vraiment, plutôt liée au milieu stagnant, qu'on va retrouver en milieu forestier avec des lisières aussi. Le Sympétrum de Fontcombe, ça c'est pas une vraie espèce. Pour les connaisseurs, les connaisseuses de Tolkien, Fontcombe c'est le royaume de Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, il y a une autre espèce qui s'appelle le Sympétrum de Fontcolombe. Et du coup, je me suis permis une petite transformation. L'agrillon de Van der Waals n'existe pas non plus. Pour celles et ceux qui ont fait de la physique et de la chimie, peut-être en formation, les liaisons de Van der Waals, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est vraiment des petites liaisons entre les objets à proximité entre deux surfaces. Et puis la leucorrhine agrothorax, j'ai spoilé, elle était dans le diapo, elle existe vraiment. Et elle a été observée en Bretagne assez récemment. Voilà un petit peu pour ce test. Deuxième partie de ce journal club. Voilà, je vais m'efforcer de concrétiser un petit peu tout ce que je vous ai partagé comme éléments. Et voilà, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que la prise en compte des odonates dans nos travaux de restauration milieu aquatique, ça peut nous sensibiliser, ça peut nous aider à approfondir en fait ce qu'on fait en termes de restauration morpho. Ça peut attirer notre attention sur certains détails et certains aspects des restaurations morphologiques qu'on a peut-être tendance à automatiser ou pas forcément à contextualiser. Et ce que je veux vraiment vous partager, c'est voilà, pas regarder les odonates forcément comme voilà, un taxon avec juste de la curiosité naturaliste, même si c'est une très bonne chose, mais vraiment d'avoir une vision un petit peu utilitariste des odonates et de distinguer ce que les odonates nous disent de la bonne santé du cours d'eau et surtout voilà, comment ces espèces-là peuvent nous rendre sensibles et attirer notre attention sur certains détails, certains éléments et certains compartiments de nos restaurations morphologiques qu'on peut vraiment améliorer et vraiment approfondir. Et ce que je vais vous partager là dans cette deuxième partie, c'est
un petit peu un propos introductif à un journal club, un webinaire que je vous proposerai assez vite là en 2025 pour revenir sur pas mal d'éléments de dimensionnement et de restauration morpho sur lesquels on a besoin d'approfondir encore et de faire progresser. La première chose que je voulais vous dire de manière opérationnelle, c'est comment prendre en compte et comment avoir une idée de ce qu'on peut trouver comme odonates sur un site de travaux. Parce que forcément, on a une incompatibilité entre période d'observation des odonates qui se fait plutôt fin du printemps et tout au long de l'été, éventuellement un peu au début d'automne, et la concertation et le temps de la conception des projets. C'est des périodes qui ne sont pas compatibles, a priori, sauf si vous avez l'occasion de faire des travaux assez tardifs, mais ce n'est pas la majorité des cas. Comment on s'en sort avec ça pour avoir quand même une idée de ce qu'on pourrait trouver comme odonates? Si vous avez des inventaires spécifiques dans le cadre de projets très ambitieux où il y a la mise en place de suivi, tant mieux, vous avez des données. Sinon, on a quand même des choses mobilisables localement, notamment au travers de la plateforme Biodiv Bretagne. Donc, je vous ai intégré la diapo ici. Je prendrai le temps, au travers d'un autre webinaire, de faire une petite démo de comment fonctionne cette plateforme-là. Mais n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas déjà, puisque c'est une interface où en fait on peut extraire des données soit par espèce ou taxon, soit par commune. On a tout un ensemble de données et d'inventaires qui sont intégrés là-dedans, et surtout on peut extraire un shape directement avec les données qui ont été renseignées sur la plateforme, qui sont des données des assos naturalistes essentiellement et de l'OFB, avec des jeux de données qui arrivent au fur et à mesure et qui sont intégrés au fur et à mesure. Mais toujours est-il qu'on peut avoir cette extraction par commune ou bien par taxon. Et dès lors que vous avez un projet qui se monte, un projet qui se met en route, que vous commencez à concevoir tout ça, ça vaut le coup d'aller extraire le shape en question que vous pouvez intégrer dans QGIS pour avoir une idée des emplacements, des observations, des inventaires en fonction des espèces et en fonction des taxons. Si jamais vous avez si jamais vous avez des travaux qui sont plutôt tardifs, il y a toujours moyen d'avoir, si vous avez localement la compétence, localement l'appétence, moyen de faire des observations tardives. Et puis surtout, le diagnostic du cours d'eau ou du milieu existant peut renseigner sur la disponibilité en habitat avant travaux et donc la présence potentielle d'espèces. Si vous avez des poules détritiques qui sont intéressants, si vous avez des habitats complémentaires intéressants, de la végétation rivulaire, la végétation aquatique, malgré le mauvais état morphologique du cours d'eau. Tout ça, c'est des indicateurs qui nous renseignent sur la potentielle présence d'odonates et donc des éléments à intégrer aussi dans la conception du projet et des habitats à prendre en compte et à anticiper pour les réinstaller ou en tout cas pour monter un projet de restauration qui permet de les pérenniser dans le temps. Ce réflexe d'aller chercher les données sur Biodiv Bretagne, je vous invite à le prendre. Aujourd'hui, on a une DDTM dans le 35 qui a une doctrine qui est plutôt facilitante vis-à-vis des enjeux biodiversité en lien avec les travaux restauration milieu aquatique. C'est une doctrine qui n'est pas vraie partout, dans tous les départements. Je vous parlais du 56 tout à l'heure, où c'est plus rigoureux, plus strict. Mais ce réflexe que d'aller au moins vérifier les données biodiversité, je vous invite vraiment à le prendre, à le systématiser et puis à l'intégrer dans vos projets. La plupart du temps, il n'y aura pas forcément d'enjeux, pas forcément d'espèces remarquables ou d'espèces protégées. Mais il peut arriver qu'il y en ait et que ça soit à prendre en compte dans le déroulé d'un projet. Ça, c'est pour l'aspect pré-diagnostic. Par deux fois, là, je vous ai présenté des articles dans la première partie de cette présentation qui relèvent le lien entre hauteur de la végétation et recouvrement de la canopée de la végétation et abondance et diversité spécifique des assemblages d'odonates. On a vraiment
des espèces qui sont sensibles à la luminosité, à l'ensoleillement et à l'ouverture du milieu, en fait. Donc en fonction des espèces, en fonction des groupes, on va avoir différents comportements et différentes utilisations en fait, du milieu rivulaire de la ripisylve et de la végétation, en lien avec son degré d'ouverture, avec des espèces qui vont plutôt se percher sur la végétation au soleil, ou bien des espèces qui vont patrouiller. Et en fonction de ça, voilà, on a vraiment une attention particulière à porter au milieu rivulaire, à la ripisylve, et surtout à la manière dont on va la traiter quand on va chercher, nous, à intervenir sur le milieu aquatique. Donc dès lors qu'on va vouloir faire de la libération d'emprise pour un reméandrage ou une recharge ou un reprofilage, ou qu'on va travailler peut-être en remise en talweg, voilà, on a tout intérêt à planifier et à penser l'intervention sur la ripisylve en ménageant des accès et des trouées qui soient bien marquées, bien placées et les moins impactantes possibles. Et idéalement, si on peut ménager ces trouées et ces mises en lumière à proximité de patchs déjà existants de végétation aquatique ou bien de patchs d'hélophytes ou d'hydrophytes, c'est autant d'espace et de luminosité supplémentaire qu'on va donner à ces patchs de végétation-là, qu'on va favoriser localement, parce qu'on ne va pas ouvrir toute la ripisylve si on fait un reméandrage ou une recharge granulo. Mais l'idée, c'est d'être vraiment ciblé et de favoriser l'ouverture du milieu localement. Donc, concrètement, dans la libération d'emprise, ça vaut le coup de parcourir le linéaire avec votre pelleter ou avec votre entreprise, et puis de marquer précisément les ouvertures que vous souhaitez, à la fois pour faire la morpho, et à la fois pour pratiquer voilà, des mises en lumière du milieu qui vont être favorables au fonctionnement de celui-ci et qui vont être favorables aux odonates. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir une libération d'emprise qui soit la plus sélective possible, bien marquée et bien appliquée. Sachant bien entendu que s'il n'y a ni intervention ni gestion forte et proactive, la tendance du milieu, dans la majorité des cas, si on a un développement de ripisylve, va être à la fermeture. Ce qui n'est pas du tout un problème en soi, puisque ça va générer de l'ombrage et ça va protéger en particulier les petits cours d'eau sensibles aux fortes chaleurs, sensibles à l'intermittence. Mais voilà, à avoir en tête que si on a une fermeture du milieu, pour les odonates, c'est moins favorable. Donc si très localement, on a l'occasion de gérer la ripisylve en pratiquant des petites ouvertures et en laissant rentrer de la lumière dans le milieu, ça va favoriser ces populations-là aussi. Et ça va favoriser, comme je vous le représentais avec le schéma des dimensions de la biodiversité, toute la biodive du cours d'eau. Si je descends au niveau de la végétation aquatique purement, là on parlait de la ripisylve et de l'accès au milieu. Ce que je vous ai déjà dit depuis le début de cette présentation, c'était que les odonates avaient vraiment une utilisation intensive de la végétation aquatique, de la végétation rivulaire aussi pour boucler leur cycle de vie, que ce soit pour pondre dans la végétation pour certaines espèces, que ce soit pour grimper sur les tiges pour les larves pour pouvoir émerger au soleil, que ce soit pour se percher, pour chasser, etc. Il y a vraiment une forte utilisation de la végétation aquatique. Et voilà, les odonates, c'est vraiment sur ce point-là de la végétation aquatique, peuvent vraiment nous sensibiliser en fait à l'importance de celle-ci et à l'importance de la pérenniser dans les travaux de restauration. Là, je vous ai mis quelques exemples d'espèces qui utilisent particulièrement la végétation aquatique. Donc, pour ne citer que lui, l'agrillon de mercure, il va pondre dans les herbiers aquatiques, notamment dans les herbiers de calitriche. Et après, les larves vont descendre dans le fond du cours d'eau, s'y développer, puis remonter. Mais il y a vraiment une dépendance à la calitriche. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on a de l'agrillon de mercure sur des cours d'eau qui morphologiquement sont dégradés. Parce qu'on peut avoir des cours d'eau morphologiquement abîmés, mais avec une qualité d'eau malgré tout correcte. Et puis surtout la présence de ces herbiers aquatiques qui permettent la ponte et qui permettent à l'agrillon de boucler son cycle de vie. Donc ça, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que ça souligne l'importance de cette végétation aquatique. Et
autant on va avoir des reméandrages, des recharges granulaux, parfois même des remises en Thalweg où finalement à l'amont ou sur place, on a des banques de graines, on a des patchs de végétation aquatique qui vont migrer, qui vont recoloniser le cours d'eau. Mais parfois ça, on l'a pas du tout. Ou alors quand on fait une remise en Thalweg, on a peu de chances d'avoir une recolonisation. Et au même titre qu'on va réutiliser et valoriser une granulométrie historique quand elle est intéressante, quand on fait un déplacement de lit, une remise en Thalweg, ça peut valoir le coup de valoriser la végétation aquatique ou bien des petits pools détritiques, des petits patchs d'habitat qu'on a dans le cours d'eau historique, en les déplaçant tout simplement. Ça peut être au godet, en grattant le fond, de manière très, très précautionneuse et avec un rototilt bien sûr, parce que sinon c'est un peu galère. Mais voilà, sur le même principe de valorisation de la granulométrie historique, pas hésiter à venir récupérer des patchs de végétation aquatique ou semi-aquatique ou rivulaire qui ont un intérêt. Tout ce qu'on va déplacer comme pied d'élophyte ou comme tapis de calitriche ne va pas forcément reprendre dans le nouveau cours d'eau, mais c'est autant de chances qu'on donne pour la recolonisation et autant de temps gagné et d'habitat proposé pour les odonates, parce que c'est l'exemple qu'on traite aujourd'hui, mais pour l'ensemble de la biodiversité du cours d'eau et in fine le bon état. Autre possibilité, et qui va s'avérer utile dans certains cas, c'est de semer soit la proximité immédiate du cours d'eau ou même les berges, avec des mélanges hydrophytes-hélophytes, ou même voilà, de semer la proximité du cours d'eau avec des mélanges de prairies humides. Tout ça dans le but de devancer certaines espèces moins favorables aux odonates et à la biodiversité du cours d'eau. Je pense en particulier à l'Enante safranais qui va coloniser quand même un certain nombre de nos petits cours d'eau de tête de bassin versant. Et dès lors qu'on va faire de la remise en Thalweg ou qu'on va perturber un petit peu le milieu, l'Enante, comme elle a une grosse capacité de dispersion et d'installation rapide, elle a tendance à prendre le dessus sur certains cours d'eau et sur certaines réalisations morpho. De l'intérêt, en finalisation de travaux, de semer à proximité du cours d'eau ou même en berge pour essayer de devancer ce genre d'espèces-là qui accélère la fermeture du milieu et qui colonise très rapidement le milieu. Avec le bémol, bien sûr, que voilà, sur des petits cours d'eau de tête de BV, si on sème et qu'on a un démarrage rapide de la prairie humide, ça peut aussi être un facteur de fermeture du milieu avec un encombrement du fil d'eau avec de la végétation herbacée. Donc c'est à mitiger, bien sûr, mais voilà, si on a un enjeu à devancer le Nantes ou d'autres espèces similaires, ça peut être assez intéressant comme solution. Enfin, en particulier sur les petits cours d'eau, ce qui va favoriser et ce qui va permettre l'installation rapide et la bonne implantation de la végétation aquatique, c'est le soin qu'on va apporter au gabarit. En particulier le rapport largeur-profondeur et la hauteur de la lame d'eau. Ça, c'est vraiment des paramètres qui conditionnent les possibilités d'installation de la végétation aquatique. Je reprends l'exemple de la calitriche et de notre agrillon de mercure. L'agrillon de mercure, il pond dans les herbiers aquatiques. Les larves passent dans la lame d'eau. Et les larves sont sensibles à la qualité de l'eau et sont sensibles à la vitesse du courant aussi. Donc il leur faut un espèce d'intermédiaire où on a quand même une eau de bonne qualité, bien oxygénée, mais pas trop de courant fort non plus. Et ça, si on a un gabarit qui est surdimensionné, en particulier sur la hauteur des berges, et si on a des écoulements qui sont assez puissants, assez rapides, avec peu de rugosité pour permettre des recirculations, des zones de calme, on ne va pas favoriser l'installation à la fois de la végétation et l'utilisation de celle-ci par les espèces d'odonates, et en particulier l'agrillon, là, puisque c'est notre exemple. Et cette hauteur de berge conditionne vraiment les capacités d'implantation des élophytes, des hydrophytes, donc de la végétation vraiment de berge rivulaire et de la végétation aquatique. Donc c'est un élément assez clé et ça me permet vraiment de faire le lien entre odonate et restauration morpho, puisque ici l'élément gabarit, donc le rapport largeur-profondeur, c'est pas qu'une question d'hydraulique permettant le débordement. C'est un élément très important, mais c'est pas que ça, c'est aussi voilà, un élément qui conditionne
les possibilités d'installation de la végétation et donc la vitesse de reprise, de recolonisation par les différentes espèces. De la même manière, voilà, si on a une attention particulière et si on est vigilant sur la mise en œuvre de la recharge granulométrique quand on en fait intervenir une, ça va faciliter l'installation des espèces et la recolonisation du milieu. Pareil, la granulométrie, c'est pas qu'une question de dimensionnement, de morpho, et ça permet vraiment de faire le lien entre odonate et morpho. Tout à l'heure, je vous mentionnais le Cordulega Stranley qui aime bien pondre dans le gravier fin. Et en fait, on constate en regardant un petit peu la présence de l'espèce, c'est qu'il y a une préférence pour certains socles géologiques, pour certaines espèces d'odonates, en fonction de ce que ces socles géologiques vont générer comme substrat dans le cours d'eau. C'est des exemples que je vous fais figurer ici. Donc le Cordulega Stranley, on en a parlé. Il a une préférence pour le gravier fin et donc une préférence pour les petits cours d'eau qui vont être sur granit ou sur grès schisteux ou ce genre de socle-là. Pareil, je vous mentionnais le gonfle semblable qu'on a très peu chez nous, si ce n'est en quelques endroits sur le Couesnon. Le gonfle semblable, il utilise intensément vraiment les fonds graveleux, sableux, avec vraiment un bon équilibre gravier-sable, donc il apprécie bien le granit. Donc il y a vraiment cette correspondance entre granulos, socle géologique et puis préférence de certaines espèces. Et là où les odonates sont intéressants, c'est qu'ils vont attirer notre attention sur certains détails, certains éléments qui ne sont pas des détails d'ailleurs, dans la conception de la recharge granulo et dans notre vigilance sur la recharge granulo, comme voilà, la prise en compte de la nature du matériau localement et essayer de coller le plus possible, quand c'est faisable opérationnellement, au socle géol qu'on a. Donc quand on va intégrer et faire une recharge granulo, essayer de correspondre à ce qu'on a comme géol localement. Et puis, ça nous invite à être particulièrement vigilants aux autres paramètres de la recharge granulo, comme le pH ou la répartition des gammes, puisqu'on voit qu'on a des espèces qui apprécient les fractions fines, notamment de gravier fin, parfois même de limon, et surtout de sable. Et donc ça, c'est une invitation à prendre en compte ces éléments-là et à penser nos recharges granulo peut-être en intégrant des fractions fines, en intégrant... Donc, quand on parle de fractions fines, on ne parle pas de gamme forcément en 0. On va avoir du limon, des choses comme ça, mais vraiment de fractions du 2,6, du 4,6, ce genre de fractions-là, qui vont avoir un intérêt à la fois pour les espèces, pour la biodive, puisqu'on voit que les odonates s'en servent pour boucler leur cycle, mais qui vont avoir un intérêt réel aussi sur le côté morpho de la restauration, puisque c'est des fractions fines qui vont pouvoir s'insérer dans un matelas alluvial, qui vont pouvoir compléter un radier, et qui vont participer voilà, au maintien du fil d'eau sur l'ensemble du linéaire. Donc ça, c'était vraiment des éléments généraux sur la morpho et sur la recharge. Et là, ce que je voulais vous partager, c'est un retour d'expérience d'une méthode proposée par l'OFB et mise en œuvre par Zoé du GBO sur un chantier de reméandrage sur la commune de Comblesac. Donc ici, l'enjeu, c'était de prendre en compte la présence de l'agrégant de mercure, en l'occurrence, et de préserver les pontes de l'année, puisque les travaux sont intervenus après la période de ponte de l'agrégant de mercure. Donc l'idée, c'était de transvaser, pour le dire de manière caricaturale, les sédiments de l'ancien tracé au nouveau, pour préserver le plus possible les larves d'agrégant de mercure déjà présentes dans le sédiment. Donc le mode opératoire a été le suivant, et c'est ce que Zoé a appliqué scrupuleusement. Donc au lieu de réaliser l'ensemble du tracé et de transvaser l'ensemble du sédiment en 2 étapes différentes, ce que l'OFB a proposé, c'est de faire méandre par méandre. Donc tout d'abord de creuser le nouveau lit selon les cotes de restauration et le gabarit qui va bien. De curer idéalement au rototilt les sédiments existants et de les transposer tout de suite dans le nouveau tracé
pour éviter une mise en assec qui soit trop longue. Et puis, dériver, barrer l'ancien cours d'eau pour emmener l'eau le plus vite possible circuler dans le nouveau tracé et sur les sédiments transposés, de manière à ce que la sec soit le moins long possible et que les larves puissent avoir de l'eau, de l'oxygénation le plus vite possible et avec le minimum de perturbations. Ça change un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire sur des restaurations morpho où on récupère le sédiment de l'ancien lit, où souvent quand on n'a pas d'enjeu, on va faire le tracé en entier, faire la topo du nouveau fond de lit, curer l'ensemble des sédiments à valoriser, les mettre en tas et puis transférer. Tout ça en étapes compartimentées. Là, c'était vraiment l'idée d'avoir le moins d'assec possible et donc de transférer les sédiments le plus rapidement possible. Et donc à suivre avec Zoé au printemps prochain, à l'été prochain, l'émergence des agrillons pour voir voilà, si la population s'est bien maintenue et du coup si cette méthode-là était bien efficace pour préserver les larves de l'année. Si je sors un peu du fond de lit et de la granulo et qu'on regarde bien les habitats complémentaires, les habitats en berge,